Bonjour et bienvenue dans ce numéro du Club de la Presse. Nous sommes ensemble pour 52 minutes d'analyse et de débat avec nos invités du jour, des journalistes aguerris. Bonsoir Bledson. Oui, bonsoir Eliane. Alors vous êtes, vous, secrétaire général de la rédaction de Fraternité Matin. C'est cela. Bienvenue. Merci beaucoup. Augustin Couillot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors vous êtes journaliste également et analyste politique. Merci, oui. Sylvain Guélé-Desbaillé, bonsoir. Bonsoir Eliane. Bienvenue sur ce plateau. Oui. Alors je rappelle que vous êtes journaliste au journal en ligne Connexion Ivoirienne.net, c'est cela? C'est bien ça. Bonsoir Bakayoko. Bonsoir Eliane, et vous? Vous êtes vous également journaliste et chef du service économie à la RTI. C'est bien cela. Mesdames, Messieurs, rebonsoir. Ce soir, deux sujets brûlants qui interrogent le climat politique en Côte d'Ivoire à 27 jours du scrutin présidentiel. Pour l'heure, jingle. Premier sujet de ce club de la presse, présidentielle 2025, la marche du Front commun aura-t-elle lieu? Davis Oyo. Front commun, PPACI, PDCI, RDA. Le Front commun PPACI, PDCI, RDA a annoncé une marche pacifique à la date du 4 octobre prochain à Abidjan. Information donnée le vendredi 26 septembre dernier à travers un communiqué. Selon les organisateurs, cette marche est une mobilisation citoyenne. Elle vise à exiger un dialogue politique pour des élections inclusives, transparentes et démocratiques. Pour la paix, il n'est pas encore trop tard est le thème choisi par le Front commun, renforcé récemment par le CAPSI. L'annonce de cette marche est faite 24 heures après la rencontre entre une délégation du PPACI, conduite par son président exécutif, le professeur Sébastien Danon-Djedje, et le ministre de l'Intérieur, Vagondo Diomandé. Les échanges ont principalement porté sur les arrestations des militants du PPACI. La marche du 4 octobre prochain, initiée par le PPACI et le PDCI RDA, aura-t-elle lieu? Merci Davis Oyo. Alors, messieurs, cette marche a été annoncée 24 heures après une rencontre avec le général Vagondo, donc ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous êtes surpris par cette annonce, Bledson? À la fois oui et non. Oui, parce que depuis un moment, quand même, on sentait une marche, un mouvement, quelque part, parce que le PDCI et le PPACI n'iront pas aux élections. Ils ont promis manifester, mais on ne savait pas quelle forme. Et là, maintenant, la marche vient d'être annoncée. Donc ça, on s'y attendait. Bon, maintenant, d'un côté aussi, on se demande bien sur quoi ils comptent pour dire qu'avec une marche, ils peuvent remettre les choses, qu'on peut reprendre les choses, mettre la pression suffisante pour dire qu'on va reporter les élections. Vraiment, ça, c'est un peu surprenant quand même. C'est surprenant. Donc, Sylvain Guélé-Desbaillé, qu'est-ce que vous en pensez, cette marche, surtout cette annonce après la rencontre avec le général Vagondo? Quel est votre avis? Vous savez, depuis l'annonce de la liste des candidats à l'élection présidentielle, vous savez qu'il y a une partie de la classe politique qui ne se retrouvait pas dans cette liste. Et l'opinion, ici et d'ailleurs, attendait quand même à ce que l'opposition ainsi frustrée puisse réagir. Voilà. Certains avaient pensé à un mot d'ordre, d'autres à une marche insurrectionnelle. Mais ici, l'opposition, le PPACI notamment, et le PDCI, oui, se mettent ensemble dans le cadre du Front commun pour annoncer une marche dite pacifique, selon les thèmes qui ont été diffusés. Et donc, oui, ils restent toujours dans le même tempo pour dire non. Pour dire non à ce qu'ils avaient toujours dit, non au 4e mandat, et puis pour appeler à un dialogue. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans la même démarche, oui, et ils espèrent que jusqu'au bout, la situation peut changer. Je crois que ça ne doit pas être une marche pour basculer les choses ou bien pour renverser un pouvoir. Mais c'est une marche interpellative, si je peux m'exprimer ainsi, pour que, d'abord, une position puisse être exprimée, c'est-à-dire la différence. C'est d'ailleurs leur droit à la différence.
Mais ensuite, pour dire au pouvoir que oui, vous irez aux élections, mais nous, on a aussi notre position. Nous, on mobilise la rue et telle est notre position, on ne peut pas l'abandonner. C'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que vous voyez les choses. Bakayoko, justement, quel est votre regard sur ces deux éléments qui sont presque concomitants? Le 24 heures, le général Vagondo, et le lendemain, une annonce d'une marche sur le thème « Pour la paix, il n'est pas encore trop tard ». Oui, cela prouve la duplicité de l'opposition ivoirienne. Vous ne pouvez pas engager des négociations avec un pouvoir le matin et le soir déclarer que vous allez manifester de façon violente. Est-ce qu'ils ont parlé de marche violente? Oui, mais ils veulent marcher contre quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Ils veulent marcher contre une décision du Conseil constitutionnel. Ça, c'est une exclusivité de l'opposition ivoirienne. C'est une déclaration de guerre. C'est un casus belli. Donc, je pense que l'opposition devrait... peut-être qu'elle a un autre agenda. Et c'est clair qu'elle a un autre agenda. Quand tu te réfères à la déclaration faite par Michel Gbagbo à Abobo, on voit clairement qu'il y a un autre projet, un projet de sédition qui est derrière la tête. À Abobo, il a déclaré qu'ils doivent faire exactement comme le Népal ou bien comme le printemps arabe. Et il a même pris sur lui de dire qu'il avait échangé avec un officier de l'armée ivoirienne et il avait eu des échanges avec cet officier-là. Bon, je n'en connais pas le contenu, mais quand je me rappelle qu'en 2000, quand ils ont fait l'insurrection contre le général Gaye, qui avait été proclamé vainqueur, on a bien vu que c'est le même scénario qui se répète parce qu'on a vu clairement qu'il y a des officiers de l'armée qui s'étaient joints à leur mouvement pour pouvoir renverser le général Gaye. Mais c'était à une période. Donc, c'était à une période, mais j'ai l'impression qu'on n'échange pas une méthode qui gagne. Et clairement, ils sont en train de mettre en place le même scénario comme en 2000. Maintenant, est-ce qu'ils le pourront? Bon, le général Gaye est différent d'Alassane Ouattara. Alors, c'est votre avis, effectivement. Alors, Augustin Kouyoki, justement, quelle est votre lecture? Et la dénomination, justement, aussi de cette marche? Je pense que c'est Lansine qui déclare la guerre à l'opposition. Parce que l'opposition n'a pas fait de déclaration de guerre, à ce que j'ai entendu. Je pense que... C'est sa lecture. Oui, mais bon, voilà. Je pense que... Quand on va contre le Conseil constitutionnel, oui, non, on ne déclare... Ils n'ont pas... Les gens qui ont lancé leur appel à une marche n'ont pas dit qu'ils venaient pour faire la guerre à la République, ni aux autorités en place. Donc, je pense que les termes utilisés par Lansine sont trop forts. Voilà, parce que, vous voyez, l'article 11 de la Constitution de 2016 indique clairement que les libertés de réunion et de manifestation sont garanties par la loi. Donc, allez-y. Évidemment, les personnes qui ne sont pas contentes d'une situation ont le droit de manifester. Et il appartient à l'État de faire en sorte que ces manifestations se déroulent dans le cadre de la République. C'est-à-dire que les règles, l'ordre ne soit pas troublé, que les gens soient... et que même les gens qui marchent ne soient pas perturbés par d'autres forces extérieures. Il y a un encadrement. Voilà, donc d'où l'encadrement de la marche. Il y a eu une marche, il y a eu d'autres marches. Bien sûr, il y a déjà la marche du 9 août qui s'est bien passée. Oui. Et il y a eu... Les gens ont d'abord voulu marcher le 2 août. Ensuite, après négociation avec le gouvernement, ils ont reporté au 9. Et ça s'est bien passé. La différence est que vous avez vu que dans la note, qui annonce la marche, les signataires n'ont pas signé, ils n'ont même pas signé le document, ils n'ont pas mis de cachet. Et puis si tu remarques bien, ils n'ont pas mis d'itinéraire. Oui, mais justement, l'itinéraire... Oui, mais ils annoncent une marche. Oui, je sais, non. Laissez-le c'est pas... Je pense, moi, comme je ne suis pas membre de ceux qui ont décidé, je sais qu'on a lancé un mot d'ordre pour une marche. Et pour l'instant, je ne vois pas en quoi c'est subversif. Surtout que les gens qui semblent avoir lancé le mot d'ordre, ou bien, voilà, il y a eu quand même la déclaration du Front commun qui montre clairement qu'ils ont appelé à une marche. Ils ont déjà fait la preuve qu'ils peuvent marcher sans casse ni perturbation de l'ordre public. Donc, voilà,
Et on attend la suite. On attend la suite. Voilà. Alors, Blaise Mathieu... Oui, je crois que l'enjeu, ce n'est pas trop d'exprimer sa différence d'opinion. Et ça, c'est vraiment la Constitution garantie et tout le monde il est d'accord. Le problème, c'est qu'ils disent qu'on va marcher, et c'est pratiquement ça qui peut faire l'objet de l'enjeu, pour qu'on comprenne qu'eux, ils veulent qu'on reprenne tout à zéro, qu'on reprenne un dialogue, qu'on reprenne la CEI et que leurs différents mentors puissent être candidats. Oui. Si c'est tel l'objectif, il faut que la marche ait vraiment un engouement au point qu'on se dit, bon voilà, il y a problème. Et donc, il faut s'asseoir et discuter avec ceux qui sont dans la rue, tellement ils sont nombreux. Le problème, c'est que quelle est aujourd'hui la capacité du PDCI de Tidjane Thiam, la capacité du PPACI de Laurent Gbagbo à mobiliser suffisamment, énormément. Non pas que je parle de... Mais il y a eu des marches par le passé. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'était... il y avait du monde, que c'était... Oui, il y a eu du monde. Non, il y a eu du monde. Votre commentaire. Il y a eu du monde. Oui. Mais ce monde qui quitte Sagiriba Yopougon pour arriver à la place Figayo où ils ne voient aucune de leurs vedettes, parce que les gens sortent pour voir des stars en gros. Hein. Ça dit que si on remplit le stade Fort-Boigny, c'est parce qu'il y a les halles et autres. Mais maintenant, si vous remettez des joueurs qui n'ont pas leur cran, ce n'est pas évident que les gens partent là-bas. Il y a quelques années, c'est ASEC Africa qui drainait du monde, mais depuis que leurs joueurs s'expatrient, bon, ils ne mobilisent plus. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, justement? Non, le problème du PDCI, du Tidjane Thiam, j'ajoute là-dessus, c'est que quand Thiam revient et qu'il veut briguer la présidence du PDCI, il a deux oppositions immédiates. Il y a Bion qui dit non, on ne doit pas le prendre parce qu'il a passé 23 ans dehors. Bon. Il y a Guy Kayue qui dit non, il vaut mieux que ce soit moi qui dirige le parti et lui, Thiam va être le candidat. Tous ceux qui ont cru en lui ne savaient pas que Thiam allait se faire élire et puis repartir en Europe. Ils n'ont pas prévu ça. Mais Blaise, ça n'a rien à voir avec la marche. Non, le lien, c'est que les gens, pour qu'il y ait une marche, il faut que les gens soient chauds. Mais ils sont chauds. Il y a une proximité. C'est parce qu'il faut... Attends, si on dit Alpha Blondy joue au stade et puis mais c'est son accueil qui joue, c'est pas la même chose. Alors, ceux qui ont marché la dernière fois de Sagiriba jusqu'à l'espace Figayo, il y a eu pratiquement un meeting. Ils ont vu qu'aucun de leurs leaders. Bon, c'est un match de football sans les stars, c'est un match de... Donc ça, de l'autre côté, c'est sensiblement la même chose. Aujourd'hui, les personnalités que le PPACI met en avant ne sont pas des personnalités aguerries à l'action politique sur le terrain. Ce sont des personnalités qui sont importantes. Lorsqu'un parti comme le PPACI vient à ressortir Danon Diédié pour être en attaque, mais il faut s'étonner, on est tous ivoiriens. Danon Diédié, si tu veux corrompre quelqu'un, ce n'est pas lui vers lui qu'il faut aller. Il est vraiment positionné, il est radical, sa position, mais il est posé. Généralement, Danon Diédié intervient quand il y a le feu et que le parti estime qu'il faut mettre par la tête. Aujourd'hui, c'est lui qui est en attaque. Après lui, c'est qui Maître Abiba, qui est une excellente avocate, mais ce n'est pas une femme de terrain. Mathieu Blaise, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que vous avez pas mobilisé avec des gens qui n'ont pas eu cette habitude. On veut comprendre. À l'opposé... Elle a rarement gagné des procès, elle n'est pas aussi brillante. Non, elle est brillante. C'est pas le sujet. Bakayoko, on ne sort pas du sujet. Aujourd'hui, on n'attaque pas. Autour de Laurent Gbagbo, ceux qui étaient sur le terrain, qu'on connaît Simone, Blé Goudé, Mamadou Koulibaly, a fini ça que Gbagbo a déshabillé complètement. Donc, même s'il retourne là-bas, on l'a vu nu et donc il n'a plus d'importance. S'il vous plaît, ceux-là ont été mis à l'écart. Bon, si tu veux mener un combat, si tu sais quand tu reviens et que jusqu'en 2025, tu vas être candidat et que tu vas vouloir mobiliser contre le RHDP, prends les précautions, garde ton équipe. Règle le petit problème en interne. Merci Bledson. Tu finis de chasser tout le monde et puis au dernier moment, tu veux te Bledson Mathieu, on vous a compris. Je vais écouter. Bledson Mathieu, je voudrais... Katina, non, ce n'est pas des combattants de terrain. Bledson, je voudrais que vous laissiez parler, s'il vous plaît. Oui, j'ai un peu duré, excusez-moi. Ouais. Non, je comprends, c'est vraiment la passion. Voilà. Et puis je pense que vous êtes là aussi pour échanger. Oui, vous vouliez vous exprimer. J'ai vu votre regard. Allez-y. Et puis je reprends. C'est Bledson, hein, et puis bon, c'est sa position. On ne peut pas lui dénier cela. Mais je veux en même temps répondre que, en tout cas, les leaders là, ils ne sont pas figés dans le temps, ils ne sont pas fixés dans du marbre. Les leaders, ce sont les circonstances qui créent les leaders. Donc, si toi, tu ne fais pas confiance en Dano Guégué, il y a peut-être des milliers de militants de son camp qui lui font confiance et qui, pour lui, peuvent venir à un meeting. Ça, c'est pas vraiment là le problème. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a eu une décision que des gens contestent. Est-ce qu'ils ont le droit de contester cette décision ou bien ils n'ont pas le droit de la contester? On dit en Côte d'Ivoire que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours.
On n'a pas dit qu'ils ne sont pas contestables. C'est deux choses différentes. Et puis, une décision du Conseil constitutionnel, ce n'est quand même pas l'évangile selon saint Matthieu. Mais il y a des règles. Et, Sylvain Guédé-Debailly, est-ce qu'un pays n'est pas régi par des lois qui sont applicables à tous? Oui, mais les lois, c'est ce qu'on suit. Quand on appelle à une marche, il y a le procureur qui nous demande d'avoir toujours la Constitution dans la poche. Je pense que Augustin Cuyo a déterré tout à l'heure quelques articles de cette Constitution. L'article 11. La Constitution permet aux citoyens, en tout cas, quand ils ne sont pas contents, d'exprimer leur mécontentement. Je pense qu'on est encore dans le cadre constitutionnel. Ceux qui ont appelé, M. Lansana Bakayoko, je suis désolé, mais ce n'est pas un appel à une insurrection. Il ne faut pas vraiment... Je ne sais pas pourquoi tu aimes la guerre. Dans tous tes discours, c'est la rhétorique guerrière. Tu veux prêter des intentions aux gens alors qu'ils n'ont pas cette intention. Aujourd'hui, Eliane, je dirais que notre classe politique, aujourd'hui, est écartelée entre trois tendances. Hein? Je dirais 3 lignes de démarcation. Il y a aujourd'hui ceux qui pensent que oui, le Conseil constitutionnel a décidé, le président Alassane Ouattara est dans le lot, il y a des candidats qui sont issus de l'opposition, donc allons-y. Et puis, il y a une autre tendance qui est de l'opposition, qui pense que oui, c'est peut-être injuste qu'on ait écarté des candidats, mais comme nous, on est retenus, alors allons-y. Et puis, il y a une autre, la troisième, qui dit non. Qui dit non, il y a là une injustice. Parce que nous avons vécu hier ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Nous voulons une paix durable pour la Côte d'Ivoire. Donc, cette façon d'écarter des gens pour se faire un boulevard, on s'y oppose. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous poser une question. On va revenir parce que je vous écoute. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas une question de guerre, c'est pas... Je vous écoute. Il mobilise. Une question. Parce qu'aujourd'hui, je termine là, oui. Eliane. Aujourd'hui, il n'y a plus que le PPACI ou le PDCI qui ressasse, en tout cas, toutes les injustices qui ont été faites, tous les griefs qui ont été relevés contre notre élection. Il y a un institut américain qui vient de mener une enquête ici et qui a repris exactement les mêmes termes qu'on reproche à ce processus électoral. Non, excusez-moi. Il a repris, en tout cas, cet institut-là a repris les mêmes griefs. Je vais vous poser une question. Que vous le voulez ou ne voulez pas. Je vais vous poser une question à tous les quatre. Voilà. En rebondissant sur ce que Sylvain Guédé-Debailly dit. C'est vrai que vous avez parlé des 3 catégories de politiciens. Est-ce que ce sont les politiciens qui ont fait cette loi? Est-ce que ce n'est pas... Ma question, c'est est-ce bien le Conseil constitutionnel qui a tranché? Si c'est le cas, je voudrais juste évoluer sur l'élément que vous évoquez, Sylvain Guédé-Debailly. On a vu des sondages aussi ici. Donc, je vous souhaiterais peut-être vous poser la question. Est-ce qu'on doit s'appuyer sur ce qu'un institut dit, sur un sondage, ou bien on doit s'appuyer sur nos lois, la Constitution? Le Conseil constitutionnel a tranché. Est-ce qu'on ne doit pas justement respecter les lois en vigueur? Non, je veux quand même peut-être être proche d'elle. Sachant que, effectivement, la loi autorise les marches. Et aucune marche ne doit être interdite, n'est interdite. Bon. Non, pour l'instant, le pouvoir, ils n'ont même pas approché encore le pouvoir. Peut-être que ça se fera dans les prochains jours. Je ne sais pas pourquoi on interdit une marche. C'est-à-dire que si on fait ce débat, ça veut aussi dire qu'on est d'accord pour échanger, qu'on n'est pas d'accord. Donc ça, je suis parfaitement d'accord. Maintenant, pour le lien avec l'IRI, moi je connais très bien le siège de l'IRI, c'est à Washington. Je connais très bien, je suis parti là-bas, mais j'ai cherché les titans. Mais ce n'est pas le titan qu'il faut voir. Quand tu veux chercher un titan très puissant, ce n'est pas l'IRI, c'est vraiment quelqu'un a eu de l'argent, quelqu'un a payé leurs frais d'inspection et ils ont produit à cette personne ce qu'elle a envie d'attendre. Très bien, merci pour votre... Mais ça ne va pas quelque part, c'est juste bon pour les réseaux sociaux. Merci pour votre commentaire. Ça n'arrive même pas à Washington, ça n'arrive même pas aux États-Unis. Merci. Soyons sérieux, Blesson. S'il vous plaît, il faut rechercher... Ce qu'ils ont observé là, c'est en termes de puissance ou bien c'est en termes d'objectivité? Non, quand même, Blesson. La dernière fois qu'on a entendu parler d'eux, c'était en 2002 au Venezuela. On a entendu parler de... Ils ont approuvé, salué un coup d'État. Merci pour votre indication. Je vais écouter... Kouyo attendait et je vais écouter Lansana. Vas-y, allez-y. Juste dire qu'effectivement, Iris, c'est comme un groupe d'amis qui dit toujours ce que le commanditaire veut qu'ils disent. Oui, parce qu'ils n'ont pas parlé en votre faveur. Dire que vouloir aujourd'hui sanctifier Iris, bon, moi, je suis un peu surpris. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, les décisions du Conseil constitutionnel sont sanctuarisées. Ça dit qu'on n'attaque pas une décision du Conseil constitutionnel. Sinon, c'est l'État qui s'effondre. Or, nous sommes dans un processus d'édification du destin commun à nous tous. Et ça,
c'est le Conseil constitutionnel qui est le dernier recours. C'est le dernier recours. Maintenant, on veut manifester. Quel est l'objet de cette manifestation? Mais ils l'ont dit, c'est pour des revendications. Non, oui, des revendications, mais il faut des revendications qui sont réalistes. Ce ne sont pas des revendications syndicales où on peut, par un décret ou bien par des arrangements, trouver un compromis. La décision du Conseil constitutionnel est insusceptible de recours. Ça, ils le savent. Il y a des éminents juristes qui sont en leur sein et ils le savent. Donc, ça veut dire qu'ils devraient se tenir pour acquis l'arrêt du Conseil constitutionnel. Donc, pour moi, aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. D'autant vrai que tous les directeurs de campagne ont été nommés. On voit aujourd'hui qu'il nous reste pratiquement une dizaine de jours pour aller en campagne. Ce n'est pas en ce moment-là qu'on veut venir créer du désordre. Et ça, je crois que... D'ailleurs, pour voir même... J'ai parlé de casus belli, mais il n'y a même pas de... Nous avons un régime déclaratif, mais un régime d'autorisation également pour les manifestations. Ces deux régimes se combinent. Mais aujourd'hui, qui leur a donné l'autorisation pour qu'ils fixent une date? Ça devait se faire en accord avec l'autorité administrative. Ça n'a pas été le cas. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que le Front commun est en train de se mettre en marge de la loi. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est le PDCI que moi je voudrais interpeller. Oui. J'ai l'impression que le lead de ce désordre-là, c'est le PPACI. Il faut que le PDCI se désolidarise très rapidement de cette affaire. Parce qu'on sait qu'il y a un agenda qui est caché, un agenda de sédition qui est mené par le PPACI. Et le PDCI, que je connais comme une organisation pacifiste, devrait pouvoir dire non, je ne marche pas de cette manière. C'est votre avis, Lastiné. On va écouter rapidement Kouyo et nous allons attaquer le second sujet. D'accord. Alors, on a parlé du Conseil constitutionnel qui est une institution de l'État. Et Lanciné disait tout à l'heure que les décisions du Conseil sont sanctuarisées. Mais on est quand même en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on a eu une décision du Conseil constitutionnel prononcée par M. Yaoundé. Qui avait fabriqué par lui-même. Hein? Il avait fabriqué par lui-même, hein? Ça, il faut le savoir. C'est pas le Conseil. Il avait fabriqué sa propre décision. Hein? Lanciné, il y a une décision du Conseil constitutionnel. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Début décembre 2010, une décision du Conseil constitutionnel qui donnait la victoire à l'élection présidentielle de 2010 à Laurent Gbagbo. Une décision factice. Mais une décision du Conseil constitutionnel Lanciné. Et donc, et puis on sait que cette décision n'a pas été appliquée. D'accord. Elle n'a pas été appliquée. Donc, c'est vrai que que Lanciné vienne nous dire que les décisions du Conseil sont sanctuarisées, je ne sais pas dans quel pays elles sont sanctuarisées. Mais dans tous les cas, je pense que ceux qui ont lancé un appel à la marche savent très bien les démarches à faire, parce qu'ils l'ont déjà fait la dernière fois. Donc, ils vont suivre les démarches. Oui. Pour voir, parce que pour l'instant, on ne connaît même pas l'itinéraire. Je pense que l'itinéraire est de façon générale déterminé suite à une rencontre avec l'autorité administrative. Donc on va attendre. Je pense que ça va se faire. D'accord. Voilà, ça va se faire. Donc, ce n'est pas la peine que l'incident s'effraie. Non, il s'effraie et il effraie en même temps. Il transmet sa peur à l'opinion. Non. Vous êtes tous les quatre. Voilà, oui, je comprends. On est là pour poser des questions. Comme tu as dit que c'est insurrectionnel, qu'il y a un agenda caché. Bon, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de désordre maintenant. Non, mais c'est pas la marche. Est-ce qu'il y a eu le désordre le 9 août? S'il n'y a pas eu de désordre le 9 août, on peut imaginer que le 4 octobre, ça sera la même chose. Très bien. Voilà. On va rester là-dessus. On peut imaginer que le 4 octobre, ce sera la même chose que le 9. Il n'y aura pas de désordre, ce sera encadré. Oui. Mais je voudrais juste quand même rappeler, puisqu'on nous regarde, le Conseil constitutionnel, en 2010, la situation en Côte d'Ivoire n'était pas la même. On avait une situation qui était difficile, délicate. Mais c'était quand même une décision du Conseil. Lanciné, je veux juste rappeler, juste qu'on se souvienne quand même avait les mêmes pouvoirs. Il n'y avait pas les mêmes pouvoirs, il y avait une certification qui était en Côte d'Ivoire. C'était le Conseil constitutionnel. Deuxième sujet de ce débat, qui est en fait le club de la presse. Il s'agit effectivement de toujours la présidentielle de 2025, et c'est vrai qu'elle intéresse tout le monde. Que faut-il attendre de la deuxième mission de l'ONU en Côte d'Ivoire?
Et nous retrouvons toujours Davis Oyo. Une délégation onusienne séjourne à Abidjan à moins d'un mois de la présidentielle ivoirienne. Une deuxième mission en Côte d'Ivoire conduite par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, Leonardo Santos Simao. Objectif, exhorter les acteurs politiques ivoiriens à privilégier la paix et à éviter toute forme de violence dans le cadre de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le représentant a ainsi rencontré les candidats à l'élection présidentielle, Alassane Ouattara, Simone Yves Gbagbo, Awa Domelo, Henriette Lagou et Jean-Luc Billon. Leonardo Santos Simao a également été reçu par les leaders de l'opposition dont les candidatures ont été jugées irrecevables, le président du PPACI, Laurent Gbagbo notamment. Le mercredi dernier, le président du COJEP, Charles Blé Goudé, a échangé avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel sur la situation sociopolitique du pays et surtout sur le processus électoral. Ces multiples rencontres, initiées par Leonardo Santos Simao, suscitent des questionnements. Le processus électoral peut-il être remis en cause ? Messieurs, alors, est-ce que le processus électoral, merci Davis Oyo, peut-il remettre en cause du fait de la venue du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel? Sylvain Debaye. Oui, écoutez, il s'agit de l'ONU. Hein. Je pense que dans sa charte, l'ONU s'est fixé la mission de maintenir la paix dans le monde. Après ce qui s'est passé, elle a elle-même succédé à une première organisation, la Société des Nations. Et donc, depuis son fonctionnement, elle ne traite que des questions de paix. Et là où elle veut maintenir la paix, la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Oui. Donc, si l'ONU peut aider à ce que les parties ivoiriennes puissent trouver le bon chemin, je pense qu'elle est la bienvenue. D'ailleurs, cette ONU-là a été en Côte d'Ivoire ici et elle n'est pas étrangère à la situation que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire? C'est bien l'ONU, depuis, je crois, 2003 ou 2004, qui avait une mission ici. Et puis, elle est partie seulement après l'élection présidentielle de 2010. Donc, elle était partie prenante. Elle a même pris des résolutions sur la Côte d'Ivoire. La dernière en date, c'est la 1725. Par laquelle les armes lourdes du régime de Laurent Gbagbo ont été bombardées. Tout ça, c'était des décisions onusiennes. Et c'est après cela que le président Ouattara est arrivé. Donc, il ne peut pas ignorer ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, l'action de l'ONU en Côte d'Ivoire. D'autant plus que, je dirais même qu'ils sont le fruit de ces actions-là en Côte d'Ivoire. Ma question est sinon, simple. ce serait l'hôpital qui se moque de la charité. Ma question, elle est simple, et je vais la répéter pour tout le monde. Est-ce que le fait que le représentant du secrétaire général des Nations Unies, ce n'est pas une mission, c'est le bureau du Sahel, de l'Afrique du Sahel, est-ce que sa mission peut faire changer les choses en Côte d'Ivoire en ce qui concerne le processus électoral? Est-ce que ça peut changer par rapport à ce que le Conseil constitutionnel a décidé? C'est à la question que je suis en train de répondre, Eliane. Si elle ne pouvait pas changer, qu'est-ce qu'elle viendrait chercher ici? Ce serait du tourisme politique, tout simplement. Et je ne pense pas que l'ONU vienne ici en tourisme. Non, c'est parce qu'il y a des frictions, il y a des tensions en Côte d'Ivoire que l'ONU a jugé nécessaire d'envoyer ici un missionnaire, un ambassadeur pour rencontrer, n'est-ce pas, les différentes parties au conflit, entre guillemets. Et donc, je voudrais écouter on ne peut pas dire que sa mission-là, est-ce qu'elle peut changer quelque chose? Non, attendons maintenant. Elle est venue. Et il y a eu une première mission où elle a fait le même tour des personnalités. Il y a une deuxième mission où elle a encore rencontré des personnalités, mais cette fois-ci dans un autre contexte, dans le contexte d'après, verdict du Conseil constitutionnel. C'est à cette mission maintenant de faire son rapport et de relever ce qu'il y a à relever. Et puis bon, ensemble, on va apprécier. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que non. Et est-ce qu'elle peut faire changer les choses? Mathieu, c'est une question. Non, Mathieu, il ne pas être une confusion qu'il ne faut pas avoir. C'est une question qui est posée. Non, ça ne changera rien. L'un des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et il y a des faits pour les réseaux sociaux. Mais sur le terrain, rien du tout. Le monsieur, son travail, c'est une zone territoriale bien donnée. C'est comme un préfet, le préfet de région de Korogo, de temps en temps, il va dans les villages. C'est parce qu'il est dans un village que les choses vont changer là-bas. Non, ça n'a pas de sens. Non, le préfet, il fait des rapports. Quand on parle d'Assemblée générale, l'ONU, c'est l'Assemblée générale qui vient de se terminer seulement vendredi. La délégation ivoirienne était là-bas, elle a été reçue partout, mais partout. Et personne ne leur a demandé, mais qu'est-ce qui se passe dans votre pays, votre élection, c'est comment? Ça veut dire que
les bruits que nous faisons ici, ça c'est nous. Ça, c'est vraiment nous. Il n'y a pas eu de lobbying jusqu'à ce niveau. Il faut que les gens se détrompent, qu'on arrête l'escroquerie de faire croire que certains cadres de l'opposition ont des moyens ou sont connus ailleurs. Ça se limite en France et en Suisse. En dehors de ça, nulle part, premièrement. L'Assemblée générale a eu lieu, la délégation ivoirienne était là-bas, personne ne leur a demandé, mais dans votre pays, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que nous-mêmes, là, bon, vraiment, notre affaire n'est pas arrivée là-bas. Deuxièmement, il y a le Conseil de sécurité. On a connu ça. L'organe qui dirige, c'est le Conseil de sécurité qui prend des résolutions pour imposer un pays de fonctionner. D'abord, tout le long de nos crises, aucune des décisions du Conseil de sécurité n'a été exécutée. Laurent Gbagbo était président, il a jeté tout. La dernière résolution du Conseil de sécurité, c'est celle qui remettait qu'on a banni les pleins pouvoirs. Et Bani avait fait une intervention. C'était la 1633. Oui, il a fait une intervention. Passer sur la RTI pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, avec cette nouvelle résolution, je prends mon pouvoir et c'est moi le vrai patron. Baba est venu dire, bon, laissez tomber toute cette affaire, Guillaume se revient, tu vas être Premier ministre. Et puis, ça ne va pas quelque part. Ça encore, on était en crise et l'ONU, même comme tu viens de le rappeler, avait une armée ici. L'un des membres du Conseil de sécurité, qui est la France, avait non seulement une armée, le 43e Bima, mais avait les forces locales. Ils n'ont rien pu faire. Donc, ce n'est pas aujourd'hui où vraiment tout est calme. Le monsieur est venu, vous avez remarqué, sa première visite, c'est au chef de l'État. Quand il y a problème, on fait l'inverse. On passe par les opposants avant d'arriver au chef de l'État pour lui dire, bon, on a fait le tour et voici ce que ton opposition dit. Bon, nous, on pense que pour la paix, voici ce qu'il faut faire. Mais il est arrivé d'abord, il allait voir le président de la République. Ça veut dire qu'il n'est même pas venu pour ce que vous pensez. Bakayoko Kouyo, quel est votre avis justement sur la venue du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies? Je crois que c'était une visite de courtoisie et de convenance. Parce que, comme personne l'a dit, la Côte d'Ivoire fait partie du ressort territorial de M. Simao. Donc, c'est tout à fait normal qu'il vienne de temps en temps. La preuve, il a déjà été au Sénégal, il a été dans d'autres pays. C'est une visite quasi normale. Parce que, en fait, les gens veulent donner l'impression qu'en Côte d'Ivoire, il y a une crise. Mais s'il y a crise, elle est artificielle. Est-ce que quand vous marchez dans les rues, vous voyez deux personnes qui se disputent parce que Thiam n'a pas été sur la liste ou bien Laurent Gbagbo ne compétira pas? Personne n'en parle. Les Ivoiriens vont à les occupations. D'ailleurs, tu as eu des difficultés pour venir à cause de l'embouteillage, même un dimanche. Donc, je me dis que... S'il vous plaît, ce n'est pas personnel. Il n'y a vraiment pas de problème. Les Ivoiriens vont à les occupations. Tout se passe comme normal. Le processus électoral se poursuit de façon convenable, il n'y a rien. Et puis bon, le représentant de l'ONU qui est venu, mais nos autorités ont rencontré des gens aux États-Unis. Ils ont échangé. Personne n'a parlé d'une crise en Côte d'Ivoire. Donc il faut cesser cette mystification parce que les gens seront désillusionnés le 25. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression, il ne faut pas dire des contre-vérités aux populations, à nos populations et aux militants, aux opposants, pour leur dire qu'il y aura une tentative de remise en cause du processus électoral, que tout va être repris. Bon, je peux imaginer que c'est pour... puisque les appels à l'insurrection ne fonctionnent vraiment pas, les Ivoiriens sont complètement autistes, ils n'écoutent rien, ils n'entendent pas... Tous ces appels-là, ça passe sur leur peau, ça ne leur dit rien. Donc, peut-être on peut chercher des éléments motivants pour pouvoir leur permettre de se mobiliser. Mais vous voyez clairement qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont passés à autre chose. Et ça, il faut avoir le courage de le dire aux populations pour dire les choses sont terminées. L'élection aura lieu le 25, la campagne va commencer dans la nuit du 9 au 10, ça va se terminer le 23, il y aura des élections et préparer les gens aux législatives. Et d'ailleurs, je voudrais terminer par là, le PDCI a bien compris cette affaire. Parce que vous voyez que le PDCI ne mène même plus des actions au niveau central. Aujourd'hui, quand vous remarquez très bien, ce sont chaque élu, chaque personne qui va dans sa... Moi, j'ai vu Emou qui aujourd'hui ne parle même plus des affaires du PDCI, qui parle des actions de développement qu'il a entrepris à Port-Boué. J'ai vu le maire du plateau qui parle des actions qu'il a entrepris à Port-Boué. Le macro, là, ils savent que c'est terminé. Il reste que le BPACI qui veut faire du forcing. Un forcing, à mon avis, qui... ne va pas passer. D'accord, c'est votre avis. Alors, je vais écouter Kouyo, et juste avant de vous écouter, je vais juste vous donner un élément pour vous permettre aussi de rebondir là-dessus. Donc, il y a quand même un document de 6 pages qui a été transmis à différentes structures internationales, que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'ONU, évidemment, l'Union européenne, la France, et dans laquelle le président du PPACI demandait une médiation internationale, placée sous l'égide
de l'ONU et de l'OUA. Ça rejoint un peu, ça complète un peu la question que j'ai posée à tous les trois. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que quelque chose va fondamentalement changer parce qu'il y a cette lettre, ce courrier qui a été transmis à ces institutions internationales? Bon, ce que je veux dire n'engage que moi. Oui. À titre personnel, je n'attends rien d'une mission de l'ONU. Il demande une médiation internationale, donc c'est vraiment très précis Bon, ce qu'il je décrit. pense Une que- médiation internationale. Je pense que ça fait partie de la panoplie des actions qui sont à la disposition des leaders politiques. Parce que, évidemment, on est dans un monde civilisé et comme on a connu une crise par le passé qui a impliqué, qui a fait intervenir beaucoup de gens, notamment des médiations internationales, il est normal que d'autres qui sont dans une situation, enfin, quand on se retrouve dans une situation précise, les leaders qui ont une certaine idée de la situation, une certaine idée de la stabilité du pays, fassent appel à la médiation, à des médiations, pour montrer qu'ils ne sont pas forcément dans une logique de guerre. Parce que c'est important de solliciter des gens. Quand tu veux faire entendre ta voix, tu peux solliciter que d'autres personnes s'impliquent pour que ta voix soit entendue. Ça a été le cas par le passé pour d'autres personnes. Et aujourd'hui, ils le font. Et ce n'est pas mauvais de solliciter cela. Maintenant, est-ce qu'ils seront entendus? Peut-être pas. Parce que, souvenons-nous que quand les gens ont mis en place des médiations, c'est parce qu'il y a eu une rébellion. Il y avait une rébellion sur le territoire ivoirien. Donc, la rébellion contre une partie du pays, bon, ça leur a donné des forces. Mais il faut que ces gens à qui les courriers sont adressés comprennent bien qu'ils n'ont pas à attendre. Ils n'ont pas à attendre qu'il y ait des rébellions. Parce que ce n'est pas chaque fois qu'il y a des rébellions qu'il faudra courir après pour venir voir les gens. Vous pensez qu'il y a des tensions tangibles en Oui, Côte mais d'Ivoire? si les gens s'adressent à des institutions, demandent de la médiation, c'est parce qu'il y a des soucis. C'est-à-dire, selon ces personnes qui demandent... elles Oui, mais pensent justement, ils pensent qu'il y a des soucis. Oui. Et je suis un peu surpris quand j'entends dire que les Ivoiriens sont passés à autre chose. Non, les Ivoiriens ne sont pas passés à autre chose. Quand la rébellion devait être déclenchée en 2002, en août 2002, le RDR venait de s'entendre avec Laurent Gbagbo, notamment le président Alassane Ouattara, venait de s'entendre avec Laurent Gbagbo pour que son parti rentre au gouvernement. Et le RDR est rentré au gouvernement en août 2002. Mais on pouvait à l'époque dire que les Ivoiriens sont passés à autre chose, que c'est le grand rassemblement dans un parti où il y a le FPI, où il y a le PDCI, où il y a les partisans du général Guy Robert, où il y a le RDR. Mais quand même, malgré tout, le 19 septembre, la nuit du 18 au 19 septembre, il y a eu cette rébellion qui avait pour argument le refus de dialogue de Laurent Gbagbo. Donc, on ne peut pas dire aux gens que les gens... Quand tu as eu quelqu'un qui a dirigé le pays, il a dirigé le pays, il s'appelle Laurent Gbagbo, il a un certain pourcentage, selon la dernière élection de 2010, un certain de l'opinion. Écoute-moi, il pèse, il a un poids dans le pays. Quand on a un parti comme le PDCI qui représente quelque chose dans le pays, dont les principaux candidats ne sont pas qualifiés, on ne peut pas dire que les gens sont passés à autre chose. Il faut écouter, en toute chose, il faut écouter même le silence des gens. D'accord. Alors, on va pas... C'est vrai que en Côte d'Ivoire, il y a eu plusieurs élections. Il y a eu des personnes qui n'ont pas pu compétir pour des raisons diverses. Et effectivement, on est tous là en espérant que tout se passe dans un climat apaisé. Alors, toujours en parlant de M. Leonardo Santos Simao, il a dit ceci. Il appelle à la responsabilité de tous pour garantir des élections paisibles. Est-ce se dire que, dans son esprit, les élections vont se dérouler, Bakayoko? Non, je crois que, comme je l'ai dit, c'est un discours
ordinaire. C'est comme ça. C'est comme, répète. c'est comme quand on arrive chez quelqu'un. Non, on je dit répète ma bonjour. question, peut-être que vous n'avez pas suivi. Quand on arrive chez quelqu'un, on lui dit Bakayoko, bonjour. je répète ma question. Il dit, hein, je le cite, hein, nous en appelons à la responsabilité de tous pour garantir des élections paisibles. Des élections à venir, qu'elles soient paisibles. Donc, c'est un engagement qui demande à tous, il n'y a pas que les politiciens, Bien à sûr. tous pour garantir des élections paisibles. Est-ce dire que pour lui, c'est réglé, parce que les élections vont se dérouler, et qu'il appelle à une responsabilité générale? C'est ça ma question. Oh, moi, je pense que ça, c'est une rhétorique usuelle partout. Ça dit que quand ton enfant sort le matin pour aller au cours, tu lui dis il faut suivre les leçons. Hein. C'est comme ça. Je crois qu'il n'y a rien d'exceptionnel ici. Vous avez vu, les gens sont en train de vaquer. Les gens ne veulent pas qu'on le dise. Amadou Bello était à Bongwanou, il vient de quitter Bouaké, il se projette dans les jours à venir dans le Gontougo. Dominique Traoré, Simone Babo a commencé ses consultations. Le RHDP affûte ses âmes. Billon, n'en parlons pas. Vous voyez, en réalité, il y a juste un groupuscule qui veut forcément donner l'impression que la Côte d'Ivoire est en train à une veille d'armes. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Monsieur Simao est venu. Il est venu dire aux gens, bon, vous allez aller aux élections, que les choses se passent bien, parce que n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire est coutumière un peu, des cris, du désordre un peu à la veille de chaque élection. Donc il est venu leur dire, bon, cette année, les choses se passent plutôt bien, il faut que ça continue. Parce qu'en réalité, il n'y a rien aujourd'hui qui montre qu'il y aura des problèmes, sauf ce genre de marches qui se projettent là, qui sont carrément artificielles. Oui. À part ça, oui. Quand on regarde les choses avec un œil plus profond, il n'y a vraiment rien qui montre aujourd'hui qu'il va avoir quelque chose. Et je crois que l'ONU est dans son rôle. Il est venu là. Et puis, je termine par là. Bon, moi, quand Laurent Gbagbo dit qu'il s'est soumis à une médiation internationale, mais moi, mes bras m'en tombent. C'est le même Laurent Gbagbo qui a dit en 2010 qu'il n'avait pas besoin d'opinion internationale. Il n'avait pas besoin de cette communauté. Il avait même dit que la communauté internationale ne pouvait pas être au-dessus de la constitution ivoirienne. Quand la communauté internationale lui demandait de se soumettre au verdict des urnes après la certification que lui-même a mise en place. Donc, il ne faut pas aujourd'hui venir, qu'on va s'aborder toute cette politique que lui a mis en place. Nous lui avons fait confiance. Nous disons, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Il dit, la constitution ivoirienne est au-dessus de la communauté internationale. Mais ce n'est pas mon avis, c'est ce que lui a dit. Pourquoi aujourd'hui veut-il que la constitution ivoirienne a déjà des décisions ont été prises à partir de cette même constitution ivoirienne? Et lui vient demander une médiation de la communauté internationale. Au nom de quoi? Et je pense que ça, c'est faire fausse route. La Côte d'Ivoire n'est pas en crise. La Côte d'Ivoire est en paix. La Côte d'Ivoire est dans la joie. Et je crois que les élections du 25, ce serait une fête. Merci à vous, Bakayoko. Alors, Sylvain Guédé, est-ce que vous êtes anxieux? Parce qu'on vous écoute, c'est vrai que vous partagez votre regard, votre lecture de la situation sociopolitique. Est-ce que vous êtes anxieux? Ouais, on peut laisser à Bakayoko déclarer ce qu'il veut. C'est son droit, c'est la liberté d'expression, comme votre droit. Se tard à simplifier les choses, je pense qu'il est spécial un peu dans ça. Bon, on peut le lui concéder, mais moi je pense que si on est un bon observateur, cette façon de faire depuis le début de notre processus électoral, il y a quand même problème. On ne peut pas me dire que l'élection du 25 octobre qui va avoir lieu, elle est déjà... Il y a déjà une bonne partie de l'électorat qui ne pourra pas s'exprimer, parce qu'il y a certains aujourd'hui qui se disent que si Laurent Gbagbo n'est pas dedans, si Tidiane Thiam n'y est pas, si Afingessa n'y est pas, si Blé Goudé n'y est pas, qu'est-ce que je vais chercher? Voilà, donc il y a là aussi une autre bataille de légitimité. Parce qu'après, on va courir pour chercher, pour arranger des taux de participation. Je crois qu'il est mieux... Sylvain Guédé-Bailly, je ne peux pas vous laisser dire qu'après, quelqu'un va chercher pour arranger un taux. Quand vous le dites, ça veut dire quoi? Non, c'est pas... Les taux, on ne les fabrique pas. On nous regarde, Sylvain Guédé-Bailly. Non, je parle des résultats qui vont sortir. Voilà, je parle des résultats qui vont sortir des urnes. Excusez-moi, nous sommes des responsables. Vous ne pouvez pas dire ici qu'on va chercher à arranger les taux. Parce que c'est un vote. Je le dis en raison
de ce qu'on a vécu par le passé. Vous ne le dites plus, et je le s'il vous plaît. dis parce que cette élection-là, est-ce que vous pouvez comprendre que des candidats majeurs qui ne sont pas à cette élection, est-ce que vous pensez objectivement qu'on pourrait avoir un taux de participation de plus de 50%? Le vote n'est pas obligatoire. Il y a des sondages qu'on a suivis vote ici n'est pas qui obligatoire disent en Côte d'Ivoire. qu'au moins Chacun vote, 4 des candidats exclus déjà font de sorte qu'ils sont même majoritaires. Non, des sondages Par rapport à- excusez-moi. Bon, vous n'allez jamais croire au Sylvain, sondage. Oui, vous n'allez jamais croire au sondage, ça je vous le concède. poursuivez, mais je pas reviens d'accusation à votre fallacieuse. question, Eliane. S'il vous Je plaît. reviens à votre question Je vous pour écoute. répondre que Allez-y. il y a de bonnes raisons d'être inquiet. D'accord. Parce que nos autorités reprennent la rhétorique d'une élection apaisée, mais une élection apaisée à laquelle on va avec 44 000 hommes qui seront déployés sur le terrain, ça inquiète et ça interroge. Est-ce que ce n'est Je pas une pense question que- de responsabilité? Je pense qu'il aurait été simple. Oui. Il aurait été simple d'avoir un processus transparent, d'avoir un processus inclusif, et on se passerait de payer 44 000 hommes, de payer des missions à 44 000 hommes pour aller sur le terrain. Je crois qu'on pouvait faire des économies. On D'accord. pouvait faire des économies, et il y a des sous de s'inquiéter quand, à la veille d'une élection, à la veille... C'est à cause du terrorisme. À la c'est à cause de veille, s'il te l'opposition. plaît, à la veille d'une élection présidentielle, il y a des rumeurs de rafle ici et là, ce qui démotive déjà même certains Ivoiriens et ce qui aggrave même leur peur. Allez-y aujourd'hui à Yopougon, arrivez-y à 22h, vous ne verrez plus personne dans les rues. Merci, Sylvain. Est-ce que c'est dans cette atmosphère-là Merci. qu'on va aller à une Laurent élection Gbagbo avait instauré un présidentielle? couvre-feu. Oh, attends, ton révisionnisme, pourquoi ta référence c'est Laurent Gbagbo? Pourquoi ta référence c'est Laurent Gbagbo? Pourquoi ta référence n'est pas Macron, ou bien ce n'est pas le Bénin, ou bien ce n'est pas le Sénégal? Pourquoi ta référence serait toujours Laurent Gbagbo? Et puis tu as cette tendance à parler au nom du PDCI. S'il vous plaît, Sylvain. Je crois que le PDCI est assez responsable pour parler de lui-même. Sylvain Guédé. Il ne se fait pas dicter sa conduite. Sylvain Guédé, Oui, Eliane, je suis à vous. Je peux vous donner la parole, s'il vous plaît. Non, mais il faut qu'il Non, aussi je qu'il arrête. l'ai arrêté. Je l'ai arrêté. d'interrompre quand je parle. Je l'ai arrêté. Ok, Donc, s'il vous plaît, si je vous Voilà, arrêtez. donc j'en ai Non, fini. merci beaucoup. Je vais écouter Bletton rapidement et puis Couillot sur cette question. Ouais, moi, je ne partage pas deux arguments avancés par Kuyo et puis après Sylvain Guédé. Kuyo a fait un point qui était intéressant, sauf qu'il a mal analysé. Il a dit en septembre 2000, tous les partis politiques étaient dans le gouvernement. Mais ça n'a pas empêché une attaque, ce n'était pas l'espoir de une rébellion. Parce que l'aspect sécurité avait été oublié par Laurent Gbagbo. Et c'est ce qu'on nous reproche. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, les partis politiques peuvent s'entendre. Mais si vous ne maîtrisez pas l'aspect sécurité, l'aspect sécurité à l'époque, c'était quoi? C'est qu'au moment où lui, il arrive au pouvoir, il y a des gens qui se sont entendus pour faire un coup d'État à Konambidi. Un coup de rue ne s'entendait plus. Et eux, ils étaient à Ouaga. Ils ont attaqué 2 fois Guy Robert. Donc, la première chose que lui devrait faire, là, c'était de les rencontrer pour régler le problème. S'entendre entre nous ici, entre hommes politiques, ça ne règle pas le problème. En 2010, on allait aux élections les plus ouvertes avec 3 candidats. Ça nous a mené dans la crise la plus terrible. Donc, on ne peut même pas balancer à quelqu'un, dire, bon, si tout le monde il est candidat, tranquille, c'est la paix. On ne peut même pas dire ça. On ne peut pas prendre ces engagements. Sur ce même plateau, moi, à l'époque, je défendais que, vraiment, à titre personnel, je souhaiterais que Laurent Gbagbo soit candidat. Vous l'avez dit. Que Thiam soit candidat. Mais on ne peut pas opposer ça à la paix. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est la première, ce que je voulais apporter par rapport aux arguments de Kuyo. Bon, est-ce que moi, personnellement, je suis inquiet? Rapidement. Non, je ne le suis pas parce que Laurent Gbagbo a démobilisé son camp et que Thiam, en s'exilant, a démobilisé son parti. C'est vraiment ça. Ce n'est pas que le PDCI n'a plus de militants, ce n'est pas que le Gbagbo Rouen n'a plus de... Quand Gbagbo quitte la haie, qui vient, le premier combat qu'il met, c'est dans son camp. Il est 4 Simone, il est 4 Afingissa, il est 4 Bleu Goudé, il appuie sur le départ de Mamadou Koulibaly. Voici les combattants que tu as. D'accord, très bien. Donc, quand tu prends ton temps, alors que tu sais que dans 2 ans, 3 ans, tu vas aller aux élections, tu écartes tout ce monde-là. Tu veux faire quoi? Thiam, quand il vient qu'on lui donne le PDCI, les gens croient en lui. Mais automatiquement, il s'en va s'asseoir en France. Il fait tout par vidéoconférence. Même pas un congrès, la convention qu'il a élue pour candidat du pays, il était en France. Il n'est pas venu ici. Merci. Les gens ne te voient pas. Merci, Bletson. Bon, on dit que tu es riche, tu es assis sur ton argent. Et si vous remarquez, les ténors du PDCI, ça dit même le porte-parole, il y en a comme Soumaïla, Bredoumi, qui est vraiment PDCI, combattant, il crée tous les programmes à Djoumaï, tant sur le plan politique dans le Gontougo, qu'au niveau du porte-parole, aujourd'hui, les partis. Merci, Bletson. Merci pour vos arguments.
Couillot, il va terminer. C'est vous qui allez terminer donc, ce club de la presse. Moi, je Merci. souhaite que Rapidement. on comprenne Oui. qu'on peut avoir l'impression que tout va bien et en réalité, tout ne va pas forcément bien. Voilà, c'est ça qui est le problème. Parce que quand une partie significative de l'opinion nationale n'est pas intéressée ou bien n'est pas impliquée dans quelque chose, dans l'élection où on va, on est vraiment, ça peut entraîner des inquiétudes. Et la preuve, une marche qui a été annoncée, Lassine trouve que c'est une marche insurrectionnelle. Et c'est son avis. Oui, justement, Comme monsieur c'est ça qui est, c'est ça. Jackson, Parce que le vôtre. s'il n'y avait pas cette suspicion de quelque chose qui va se passer, ou bien les gens veulent faire un coup d'État, ou bien il n'allait pas. Donc Très une bien. marche, c'est une marche. Une Donc marche, c'est je une veux marche. dire que Oui. on ne peut pas. La situation, les élections auront sûrement lieu le 25, puisque c'est ça la date constitutionnelle. Et il y a des candidats qui sont, c'est normal, Simone Gbagbo, voilà, Domelo, Billon. c'est normal qu'ils soient en campagne. D'accord. Le Voilà, PPACI, c'est 0 conseil régional. Mais c'est C'est pas les conseils régionaux. Lanciné. On ne vient pas compter les. Pas grand-chose. S'il te plaît, Lancino, C'est 2 petites mairies. l'élection on va du finir. 25 octobre ne vient pas compter le nombre de conseils régionaux. Merci beaucoup. L'élection du 25, Oui. c'est pour élire le président de la République. Merci. Et non le président Merci, Couillot. des conseils régionaux. Merci Couillot, Augustin. Et on va rester sur ce que vous avez dit. Le 25, c'est l'élection du président de la République. Ces élections auront lieu. Merci Couillot, Augustin. Merci Lansina Bakayeko. Merci Sylvain Guédé-Débaillé. Merci Bletson Mathieu. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. À très bientôt. Bonsoir. Vous restez sur RTI 1.